Retrouvée sur la chaîne du Grand Changement. Je suis Sana, animatrice, nouvelle animatrice, de la chaîne. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Clotaire Guérin. Clotaire Guérin qui va se présenter et qui va nous faire une conférence autour de cette thématique aujourd'hui, de comment devenir thérapeute. Avant cela, j'aimerais juste, faire une rapide petite présentation de qui tu es, hein, Clotaire, enseignant Reiki depuis 2011 déjà. Et puis formé par des professionnels de santé depuis 2006, messager de guides, de proches disparus et en contact aussi avec les animaux, passionné de soins énergétiques et des outils pour développer des capacités psychiques. À côté de ça, vous êtes également auteur, monsieur, auteur d'un manuel de formation qui s'appelle «De la pratique Reiki au métier de thérapeute» et que voici. On nous fait, hop, effectivement la petite bannière. Et justement, aujourd'hui, Clotaire, tu vas un peu te baser sur cet ouvrage pour justement nous apporter des éléments de réponse au cours de cette conférence qui sera composée d'un certain nombre d'objectifs que je vais te laisser préciser. Voilà pour moi. Bonsoir Ok. Clotaire. Eh bien, bonsoir Sana et bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous rejoindre pour partager ce sujet passionnant qui me tient vraiment à cœur, déjà en tant que thérapeute, mais aussi en tant que formateur. Ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir aider, accompagner, donc en étant un serviteur, un petit peu comme tous les thérapeutes, tout simplement. Et du coup, transmettre, ça va être vraiment l'objet de cette conférence. Ça va être vous transmettre un petit peu ce qui fonctionne pas. Les erreurs que j'ai faites, franchement, j'en ai faites plein. Des mauvais choix d'investissement, des fois où je manquais de confiance en moi, ou des fois où je me suis précipité dans des choses que j'aurais pas dû. Et je souhaite que, eh bien, ce parcours puisse vous servir. Mais je vais aussi vous demander de prendre beaucoup de recul et de discernement parce que devenir thérapeute et réussir à se développer, c'est pas un chemin qui est tout construit, qui est tout défini. Il n'y a pas un plan type qui marche à 100%. Je pense que c'est avant tout à chacun de pouvoir se positionner, ce qu'il a envie de faire, ce qui lui semble facile, atteignable, mais c'est aussi une façon d'aider l'autre. Aider son prochain, c'est aussi, à mon avis, toutes les personnes qui vont être là ce soir, parce que devenir thérapeute, c'est avant tout pouvoir aider chaque personne en souffrance, pas forcément à guérir d'ailleurs, on reviendra en détail sur cette notion, mais plutôt à soulager la souffrance, à donner les outils pour aller mieux. Et pour ça, cette conférence, elle va s'adresser pas seulement aux personnes qui pratiquent le Reiki, parce que c'est cette base que j'ai construite parce que c'est ce que je connais le mieux et donc je peux transmettre que ce que j'ai intégré, mais c'est aussi la notion de pouvoir aider toutes les personnes qui pratiquent des soins énergétiques. Et ces 10 dernières années, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'énergie, de plus en plus d'outils, de plus en plus de C'est ça, formations qui sont accessibles et ça, je trouve ça formidable. Moi, je trouve ça chouette qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes parce que ça veut dire que normalement, tout le monde va aller de mieux en mieux. c'est ça. Enfin, J'espère. on espère en tout cas. Mmh. Et donc, du coup, tout ce qui est les soins Lao-Chi, tout ce qui est Access Bars, tout ce qui concerne aussi les personnes qui ont une activité d'indépendant. Ça peut être les masseurs, ça peut être les personnes qui veulent développer leur activité, leur entreprise. Enfin, tout ce qui va toucher de près ou de loin à la notion de développement de l'activité, eh bien, je vais essayer de vous aider le mieux possible en communiquant de façon claire. C'est pour ça que, avec Sada, on s'est mis d'accord de vous partager cette conférence un petit peu dans un déroulement qui va suivre les chapitres de mon livre parce qu'ils sont cohérents, ils sont structurés. Je vais pas pouvoir répondre à vos réponses, à vos questions personnelles parce que le but ce soir, c'est de servir le groupe, c'est de servir la majorité, toutes les personnes qui vont aussi pouvoir écouter en replay. Mais du coup, ce que je vous propose, c'est au bout de cette conférence, de poser les questions que vous avez envie sur des points que vous n'avez pas éventuellement compris. Mais pour ça, je vous rassure, au-delà d'une simple conférence, il y aura 3 ateliers qui vont être mis en place parce que le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est pour devenir thérapeute,
et réussir à se développer, il faut mettre plusieurs casquettes. Il n'y a pas de secret. La première casquette, c'est un petit peu la plus lourde parce que moi, c'est celle que franchement, j'ai un peu du mal. C'est la casquette de l'administratif. Ah, la Mmh. paperasse. Eh Ouais, ben c'est ouais, ça. c'est pas parce qu'on est thérapeute et qu'on fait du bien avec nos mains, avec notre cœur, qu'il faut pas s'y coller dans la paperasse. Et du coup, il y a beaucoup d'idées qui sont véhiculées, des idées fausses, sur le fait que pour devenir thérapeute ou entrepreneur, déjà, faut payer. Que c'est lourd de charge, que c'est difficile, qu'il faut faire une grosse compta. Et ça, je pense que ça peut être un sacré frein dans le fait de vouloir se lancer, passer le cap. Parce que c'est bien un cap quand on se lance dans l'administratif, parce que du coup, c'est une question de statut. On devient professionnel, on devient visible, on a un sirène. Et ça, peut-être que vous vous dites, ah ouais, tout ça, ça fait un peu peur. Donc, c'est ça aussi qui est le but de ces ateliers, c'est de vous aider à prendre confiance avec du concret. Donc, avec ce premier atelier. Le deuxième, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de thérapeutes qui m'appellent ou que je rencontre me disent mais pourquoi ça marche pas? Je suis installé, j'ai pris un cabinet, tout ça, j'en ai d'autres qui travaillent, mais moi je travaille pas. Et je leur réponds d'une manière très simple, mais qu'est-ce que tu fais pour te développer? Qu'est-ce que tu fais pour montrer que tu es là pour aider les gens? Et la plupart des réponses, c'est bah rien, j'attends qu'on m'envoie la clientèle. Et vous voyez, ça, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen pour réussir à se développer, même si ça marche, hein, pour certains, attention, hein, prenez vraiment du recul. Je connais des thérapeutes, par exemple, avant, elle était juriste, donc elle s'est reconvertie avec une formation en hypnose. Elle s'est installée, elle a ouvert son cabinet, elle n'a pas eu besoin de faire de publicité, et du coup, aujourd'hui, elle en vit pleinement de son activité. Donc pour les hypnothérapeutes aussi, ça peut marcher assez facilement. Surtout qu'aujourd'hui, l'hypnose est devenu un phénomène beaucoup plus accessible, beaucoup plus Mmh. reconnu. Alors qu'il y a 10 ans, c'était formellement interdit par les médecins et les psychiatres d'exercer. Donc aujourd'hui, je pense que c'est vraiment devenu accessible. Mais pour les personnes qui ont besoin un petit peu de se mettre en avant, de proposer leur service, de passer un cap, eh bien, le meilleur outil, ce sont les cartes de visite. C'est du concret, ça parle, ça se donne, ça se transmet, ça se relaie. Et les cartes de visite, c'est ce qui aujourd'hui est un excellent moyen de se faire connaître, de se diffuser. Et donc, on le verra dans ce deuxième atelier, la création. Mmh. Je vous montrerai, j'ai collecté une cinquantaine de cartes de visite. Waouh! On verra les erreurs à éviter et ce qui est plutôt Mmh mh. conseillé. Mais pour ça, ce qui est important, c'est que vous le faites vraiment par expérience. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une carte de visite universelle qui va marcher à 100%. Être thérapeute, c'est un savoir-faire, mais aussi un savoir-être, et c'est votre personnalité. Les gens viennent vous voir parce qu'ils ont envie d'être accompagnés par vous, parce qu'ils ont envie de se confier, parce que vous dégagez quelque chose qui les met en confiance. Et bien, la carte de visite, c'est à peu près ça. La carte de visite, c'est le reflet de ce que vous êtes. C'est pour ça que prendre le temps de construire une carte de visite, c'est super important. Et après, on verra à la suite de cet atelier comment la déposer. Bah oui, parce que du coup, c'est bien d'en avoir, mais c'est encore mieux d'aller le mettre dans des endroits pertinents. Stratégique, bien sûr. Mais c'est pas forcément suffisant. Moi, j'ai mis quelques temps pour pouvoir me développer et vivre de mon activité, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Mais en même temps, ce qui m'a permis vraiment de passer un cap, d'avoir une visibilité auprès du public, eh bien, c'est la prise de parole. Remarquez un petit peu si vous allez sur les réseaux sociaux, si vous allez sur YouTube ou même à la télé, est-ce que vous avez remarqué combien la visibilité, la médiatisation est ce qui permet aujourd'hui d'attirer le plus de monde? Alors, prenons encore un peu de recul sur mes paroles, hein, je ne vous parle pas de devenir un super professionnel qui fait des milliers. euh, on est... Le but, c'est pas de vous former pour devenir les prochains Tony Robbins, hein. Qui est, pour moi, le gratin, le sommet, c'est plutôt de vous Oui, aider. ah ouais, bien sûr, Tony Robbins, ouais. Ah ouais, voilà, et c'est là, quoi. Ah, tu vas Voilà, nous, chercher à on va rester là, quoi.
On va Oui, juste apprendre ce qui est mmh, important, c'est prendre la parole en public en écrivant une conférence, en n'écrivant pas tout, c'est impossible. Mais surtout, ce que je considère, c'est, à mon avis, le meilleur moyen de se faire connaître et de se développer, c'est pouvoir parler de sa passion, c'est pouvoir la transmettre. Et une conférence, c'est ça. C'est la théâtralisation de la connaissance. Vous parlez avec votre cœur. Et c'est ce que je souhaite vous partager ce moi, ce que soir. je trouve, très intéressant dans ce que tu dis, c'est surtout que ce sont des éléments, qui passent souvent à la trappe. Tout ce qui est le côté pragmatique, d'une part, et puis tout ce qu'on va essayer d'apprendre avec l'expérience. Parler en public, par exemple, moi, je sais que bon, je suis enseignante à côté aussi, la prise de parole en public, c'est quelque chose que j'ai dû travailler au fur et à mesure, et là, au jour d'aujourd'hui, tu proposes quand même, une un atelier qui est consacré là-dessus, où justement on va pouvoir, s'exercer avec toi, on va pouvoir apprendre et on va pouvoir faire un vrai grand pas. Donc c'est vraiment, moi-même je serais déjà ravie de pouvoir participer à cet atelier, donc merci en tous les cas, Clotaire sur l'explication de tes ateliers. Je trouve que c'est très, très, très pertinent. Voilà, ça Ben, c'était mon point j'espère de que ça va plaire à tout le monde. oui, bien Je sûr. pars d'un concept, et ce concept, il est universel. C'est qu'il y a rien qui remplace la pratique et l'expérience pour devenir thérapeute développé. Et je pense que vous serez tous d'accord avec moi pour dire, euh, qui que vous soyez, hein, que vous soyez un ancien boucher, un commerçant, une secrétaire, même une technicienne de surface, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de personnes qui vont être moins bonnes qu'une autre pour exercer une reconversion. Chacun a des possibilités, des capacités. Et c'est pour ça qu'à un moment, peut-être vous avez senti cet appel, cette envie de changement. Eh bien, tout ça, c'est réalisable à travers des formations. Donc, c'est bien d'avoir une formation. Mais derrière, ce qui est important, c'est l'expérience. C'est les personnes que vous allez pouvoir aider. C'est un petit peu comme ça que vous allez construire en plus votre réservoir de confiance. Même si un thérapeute ne peut pas prétendre guérir. À mon avis, c'est une illusion. Mais en tout cas, un thérapeute peut soulager, peut aider à retrouver le sens de la vie sur plein d'aspects, surtout avec ce qu'on vit ces derniers temps. Mmh. Petite parenthèse sur les infos. Je ne sais pas si au Canada, chez toi, c'est comme en France, mais en nous, c'est chez nous, c'est un sacré bordel, hein. Ouais, j'imagine, je suis revenue en France depuis, j'ai pu voir et entendre. Ouais, c'est sûr. Et voilà, C'est pas et très je comprends mmh, toutes ces personnes, je comprends tout ce mouvement des gilets jaunes, cette injustice. Je la comprends tout à fait, elle est légitime, surtout avec la suppression de l'ISF, surtout avec le baisse des petites retraites, avec mmh, l'augmentation du prix de l'essence. Mais il n'y a pas que ça c'est un petit peu le côté visible de l'iceberg. Mais au fond, je pense qu'on va vers une crise qui va être plutôt européenne, voire mondiale, sur l'exploitation des humains, sur la cause animale, la souffrance animale aussi, mmh, mais aussi sur tous ces aspects de toutes ces personnes qui travaillent avec l'humain, à qui on demande maintenant plus une productivité que une écoute et une chaleur humaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a les grèves du personnel urgentiste, mmh. les manifestations des blouses blanches, même dans le corps des enseignants. J'accompagne moi des personnes enseignantes et je me rends compte à quel point aussi maintenant c'est devenu la productivité, c'est devenu du travail à la chaîne. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, la première phrase de mon livre, l'introduction, c'est l'humanité a besoin d'amour. C'est une évidence. Je pense que les thérapeutes, plus que toute autre personne, ont besoin de travailler avec cet amour. Mais du coup, toutes ces personnes qui sont en détresse, qui peuvent aussi partir des fois dans des burn-out, elles ont besoin de faire le point, elles ont besoin d'être aidées, d'être soulagées parce que ce sont des fardeaux émotionnels et des fois, on n'a plus la force, on subit. Et le rôle d'un thérapeute aussi, c'est de pouvoir aider la personne à faire les bons choix, à prendre les bonnes décisions. C'est pour ça qu'un thérapeute ne guérit pas forcément, d'une part, les maladies, parce que nous ne sommes pas des dieux, faut, je pense, rester à sa place d'humain,
Mais je sûr. pense qu'aussi qu'un thérapeute doit avoir cette notion de bienveillance, d'écoute, d'empathie, mais aussi d'être bien aligné. Et pour ça, vous avez différents moyens, différentes possibilités. Moi, celui qui m'a beaucoup aidé, parce que j'ai quand même un passé assez lourd, assez chargé, c'est le Reiki. En 2006, lorsqu'on m'a initié au Reiki, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une énergie sacrée de bien-être et de guérison qui est chargée d'amour. Et c'est autour de 22 ans, c'est de ce dont j'avais le plus besoin dans ma vie. Cette énergie Reiki, elle est géniale parce qu'elle permet, après 2 jours d'initiation, de pouvoir prendre soin de vous. Et ça, c'est la première clé de cette conférence que je souhaite vous partager. Un thérapeute qui réussit à se développer, qui réussit à vivre de son activité, c'est parce que je pense que c'est un thérapeute qui a d'abord pris soin de lui, qui a d'abord opéré tous les changements intérieurs, qui a travaillé sur lui pour du coup s'équilibrer, aller mieux et rayonner. Et c'est ça qui est important. Et le Reiki est un outil qui permet de travailler sur soi avec le niveau 1, sur les autres aussi avec le niveau 1, mais aussi avec les animaux. Et ça, c'est génial. Peut-être qu'il y en a ce soir qui ont cet amour, cette passion pour les animaux. Moi, je l'ai depuis tout petit, hein. Je travaillais Oui, dans une ferme pédagogique. J'étais génial. animateur, donc je m'occupais des animaux tous les jours. Et puis j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup travaillé avec les animaux. Mmh. Donc je travaillais beaucoup avec les singes, Oui, et les primates. les primates, ouais, voilà. Un peu comme l'état d'esprit de certains. Et du coup, Ouais, le Reiki, c'est absolument génial parce qu'on pose ses mains, on fait du bien. oui, c'est ça. Et donc, je voudrais, à travers cette expérience, ces possibilités, euh, vous conseiller d'écouter votre cœur. Je pense que pour devenir thérapeute, c'est un métier de passion. Et cette Mmh. passion, eh bien, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui vibre à l'intérieur. Si vous êtes passionné des animaux, eh bien, allez-y, donnez-vous les moyens de vous former pour les soins énergétiques, par exemple, ça marche très très bien. Et du coup, de pouvoir vous développer à travers des outils, ça peut être la communication animale, ça peut être les deux. Donc moi, j'ai travaillé beaucoup d'abord avec le Reiki et ensuite compilé avec la communication animale pour connaître leurs besoins, leurs difficultés, leurs problèmes. Vous pouvez aussi vous former pour développer la médiumnité. Donc, par exemple, je transmets les messages des animaux disparus et c'est quelque chose qui est assez touchant. Donc ça, le cœur, c'est l'aide aux animaux. Si vous voulez aider tout ce qui est en rapport avec l'humain, eh bien dans ces cas-là, il y a plein d'outils qui sont accessibles aujourd'hui et qui du coup vont vous correspondre. Et c'est ça le plus dur parce que je trouve que on a un ensemble de sujets, de formations qui deviennent des fois des noms compliqués, qui peuvent être aussi assez des dérives commerciales, hein. On a le Reiki Zui qui est une base. Maintenant, on a le Reiki Dauphin, le Reiki Feu de Dragon, le Reiki Kiki, des trucs. Je trouve que ça a perdu du sens. Et c'est ça aussi qui est important. Euh, pour devenir thérapeute, réussir à se développer, votre formation doit être solide, doit être efficace. Et la notion de reconnaissance publique, elle est assez délicate. Je vais vous donner un exemple très précis. Le Reiki n'est pas reconnu officiellement comme une thérapie, sinon elle serait remboursée par la Sécu. D'accord? Donc ça veut dire que nous faisons des soins qui ne sont pas remboursés, qui ne sont pas pris en charge. Donc ça nous pose déjà un sacré problème par rapport à cette légitimité, mais on peut très bien exercer en tant que thérapeute avec un diplôme d'initiation au Reiki, qui n'est pas un certificat. Vous voyez, donc déjà, il y a déjà une certaine difficulté à faire le point. Et ça, c'est important de pouvoir aller vers des outils qui vous parlent
Et en même temps, s'ils sont pas reconnus publiquement, c'est pas grave. Je connais des personnes qui sont connues publiquement, hein, mais qui n'ont pas fait de formation, qui n'ont pas forcément de diplôme. Et ça, c'est la deuxième grande clé que je souhaite vous transmettre ce soir. Ça va rassurer toutes les personnes qui sont comme moi, hein, qui n'ont pas forcément envie de faire de grandes études, qui n'ont pas forcément le niveau pour se replonger dans la médecine chinoise ou dans l'Ayurveda, tout ça, qui sont des longues formations, hein. Là, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, je suis parti me former à l'Ayurveda en Inde. J'ai fait une formation de 2 ans, je crois. Mmh. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens. Il y a des formations qui sont plus courtes. Par exemple, devenir hypnothérapeute, c'est un métier qui est très en vogue, qui est de plus en plus reconnu, qui est efficace. Les bienfaits ont été démontrés depuis Milton Erickson. Et du coup, une formation, ça se fait maintenant en 2, 3 mois. On peut réussir à devenir certifié et donc avoir un diplôme. Et ça, c'est reconnu professionnellement. Et vous voyez, il faut apprendre à faire le tri parce que euh, pour devenir thérapeute, réussir à se développer, on verra dans l'atelier 1, l'administratif, que du coup, la déclaration, elle se suffit et que on n'a pas besoin de diplôme professionnel. Pourquoi? Je vous donne un exemple précis. Imaginons ce soir, on a des voyants avec nous. Il n'y a pas un certificat, bravo, vous avez été élu voyant par la Fédération de voyance. Bah non, ça n'existe pas. Alors que vous pouvez exercer comme voyant. Vous êtes médium. Si vous êtes médium comme moi, transmettez les messages des défunts. Alors, ok, il peut y avoir des écoles de formation, mais c'est plutôt une capacité qu'on a en nous qui se travaille, qui se développe. Et vous n'allez pas vous priver de cette activité parce qu'il n'y a pas de reconnaissance publique. Il y a un onglet lorsque vous faites votre déclaration administrative et vous mettez ce que vous faites. Médium, il y a même, j'ai vu la dernière fois, on en parlera plus dans l'atelier, mais il y Mmh. avait des mots comme énergéticien, géobiologue. C'est Oh! génial. Mmh. Qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Que l'État a agrandi et commence à accepter le fait d'avoir une diversité des possibilités de la thérapie. Et ça, c'est déjà un grand axe. Parce que l'axe qui nous intéresse ce soir, c'est cette notion de légitimité qui est, à mon avis, le premier pas à franchir pour devenir thérapeute. C'est important d'avoir fait le chemin à l'intérieur, de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance. Et ça, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai écrit pas mal de chapitres, de techniques, de méthodes qui permettent le travail sur soi. Vraiment, mon fer de lance, c'est que tout thérapeute excellent excelle dans l'art de travailler sur lui. Ça me paraît une évidence, mais pourtant, comment ça se fait que on voit tout et n'importe quoi dans le milieu de la thérapie? Prenons un exemple. Parce que franchement, si vous vous trouvez dans un état de mal-être, de dépression, si vous êtes froid, si vous avez le cœur fermé, je vais faire une simulation faciale. Imaginons, je Immer suis comme ça. Immersion. Est-ce que vous croyez franchement que les gens vont avoir envie de venir vers vous? Mmh. Franchement, on a le droit de vivre des dépressions, on a le droit de pas être bien dans sa vie parce que le chemin de thérapeute, il se fait pas forcément à travers les études, il se fait aussi à travers l'expérience de vie, à travers nos épreuves. Mais si on les a pas réglées à l'intérieur de nous, si on n'a pas fait ce travail, ça va être difficile. On va pas attirer les gens. Notre moteur, notre vitrine, c'est nous, hein. On peut pas vraiment se cacher, hein. C'est difficile, hein, c'est du contact humain. Et c'est ça qui est important. Je pense que, et c'est la troisième grande clé, hein, si je me trompe pas, Sana, il y en a eu deux déjà. Tout à fait. La troisième On est là, grande clé, on avait c'est transmettre, aider, communiquer. communiquer, c'est de pouvoir transmettre à la fois une démarche. Cette démarche va être dans le relationnel, mais je pense que ça, il n'y a pas besoin d'outils ni de formation. Euh, c'est être dans le cœur, quoi. C'est vouloir aider les gens, c'est être dans l'écoute bienveillante. D'ailleurs, c'est marrant parce que je reçois beaucoup de personnes en soins qui, du coup, ont toutes ces qualités et qui auraient pu faire thérapeute,
mais qui du Mmh. coup ont choisi des professions comme d'agent immobilier, par exemple. Vous voyez, j'ai reçu une dame hier, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très empathique, Mmh et mh. qui du coup, elle vend super bien. Elle me dit tous les 2 jours, je vends, c'est incroyable. Ça fait 6 mois que je me suis reconverti. Au bout les 2, 3 mois, j'ai eu peur parce que ça marchait pas. Et je lui dis, mais parce que j'étais en train de faire un soin, je lui dis, mais vous savez, vos guides euh, vous transmettent cette importance de continuer à vous faire confiance et à rester vous-même parce que vous êtes dans le cœur et les gens vous aiment pour ça. Elle m'a dit, bah oui, j'ai bien remarqué que euh, ils me parlaient vite de leur vie, ils se confiaient leurs problèmes, ils s'en rendaient pas compte, et leur faisaient beaucoup de bien. Et du coup, ils disaient, ah, excusez-moi, on n'a pas vu le temps passer, tout ça. Ouais, c'est Vous souvent comme ça. voyez, c'est cette notion-là qui est pas forcément être dans le commerce, dans le business pour réussir à en vivre, hein. Ça, c'est un petit peu des croyances qui sont, à mon avis, difficiles à accepter, sauf pour certaines personnes, à la notion d'en faire un business, mais je pense que ça doit être quand même une recherche d'équilibre. Et cette recherche d'équilibre, elle passe par le travail sur soi, elle passe aussi par des formations, elle passe aussi par le chemin de vie. Le chemin de vie, comme je vous disais tout à l'heure, aussi difficile qu'il puisse être, on peut être né dans une famille dysfonctionnelle, on peut avoir aussi beaucoup de blessures, hein, des blessures d'âme, on en porte tous. Pour vous donner une petite idée, en général, on a les 5 blessures qui empêchent d'être soi, dont Lise Bourbeau nous parle très bien. Donc les 5 blessures sont à retenir avec l'énéagramme trahi, donc blessure de trahison, de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice. Donc ça forme trahi. Et là, vous dites, ah bah mince, je les porte tous ces blessures. Bah oui, mais c'est pas grave. TRHI. Ah, il y a un H, je l'ai loupé. Trahison, rejet, abandon, Abandon, humiliation, j'ai pas noté. OK. injustice. Eh bien, moi aussi, je les porte, vous voyez. Euh, j'ai eu pas mal d'expériences, mais ça m'a pas empêché de devenir thérapeute. J'espère qu'à travers ce message, vous entendez la notion de légitimité, de pouvoir comprendre que la vie euh, nous mène là où on doit être. Je vais vous faire une petite parenthèse avec un exemple que j'aime beaucoup, qui est celui de mon ami le plus proche, hein. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à la fac, et on est parti en vacances, on a fait les 400 coups ensemble. Et quand je l'ai rencontré à la fac, euh, on avait 20 ans et on faisait pas mal de conneries. Comme dit Van Damme, quand j'étais jeune, j'étais très con et je suis resté très jeune. Tu juste très jeune. Donc voilà, on faisait pas mal de conneries. Et puis lui, il a basculé un petit peu dans un univers un peu malsain où il a basculé dans la drogue, dans les drogues dures. Donc du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pris un peu de distance, et du coup, ça m'a évité de basculer dedans aussi en le fréquentant. Pourtant, quelques années après, il a fait sa cure de désintox. Il a combattu ses démons, il s'en est sorti. Bon, ça lui a mangé un peu le cerveau et toutes ses économies, hein, mais en même temps, il a réussi à en faire une force. Vous savez ce qu'il fait aujourd'hui? Il est conférencier dans une association qui s'appelle Stop à la drogue. Il Waouh! fait des conférences donc qui touchent la France et la Belgique, parce que c'est une association dans le Nord. Il va expliquer dans les lycées, dans les collèges, non pas un discours très gouvernemental, la drogue, c'est pas bien, mais il explique, bah voilà, moi je suis tombé dedans, j'en ai pris, ça m'a détruit. Voilà où j'en suis arrivé, voilà ce que j'ai perdu, voilà pourquoi je vous déconseille de commencer. Voilà ce qu'il fait comme conférence. Et ça marche, c'est super efficace. Et je trouve ça génial, je trouve ça beau. Et le directeur de l'association, enfin le président, lui a proposé de devenir trésorier. Waouh! C'est beau, hein? Bah Mais bien ouais, c'est un bel exemple. C'est, je pense, un parcours de vie qui montre que euh, y a-t-il pas de meilleure aide pour aider un drogué qu'un ancien drogué qui a parcouru le chemin? Et ça, c'est une question que je vous pose, hein. J'ai pas de réponse universelle. Moi, j'ai pas de clé de vérité. C'est juste une opinion qui pose la question,
Est-ce qu'un thérapeute qui est qualifié, qui est compétent, qui est professionnel, est-ce que ce serait pas un thérapeute qui a vécu des expériences difficiles, qui a réussi à s'en sortir et qui du coup connaît le chemin? Et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est C'est de là. Oui, Sana, je t'écoute. la richesse expérientielle dont tu parles. Tout à fait. Là, je te laisse continuer. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je suis convaincu, c'est déjà une clé de réussite dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que un thérapeute allie des outils de savoir-faire à travers les formations, que ce soit la Reiki, la Uchi, les bars, les massages, l'hypnothérapie et plein d'autres, hein, parce qu'il y a plein d'outils qui peuvent fonctionner, mais ils ne sont rien sans votre qualité d'être, le savoir-être avec le savoir-faire. Les deux mélangés font le succès, font l'épanouissement, font la réalisation. Et ça, c'est le chemin de la confiance en soi. Surtout à travers un travail énergétique qui se fait forcément dans l'invisible, avec le but, c'est d'avoir des résultats dans le visible, mais qui va se faire aussi à travers ce qu'on dégage, ce qu'on émet et ce qu'on voit pas forcément au premier regard. C'est le chapitre 3. Le chapitre 3, c'est la guidance spirituelle et la pertinence des messages. Alors ça, c'est un chapitre qui est important. C'est une autre clé aussi. C'est sur la notion de euh, quelles sont les limites, quels sont les membres de notre équipe céleste et quelles sont les capacités qu'on peut développer. Donc pour ça, je pars d'un principe. Vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous partagez cette foi. Mmh. Nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, mais au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. C'est Teilhard de Chardin qui nous partage cette citation, auquel j'adhère totalement. Ça veut dire que quand on vient en aide à quelqu'un, eh bien, on est accompagné par une présence invisible qui agit dans le monde subtil pour aider, soulager, pour libérer, mais si c'est permis par le divin, si c'est permis par les plans supérieurs. Parfois, une guérison se produit, mais si on cherche à tout prix à prendre cette place, je pense que c'est un sérieux obstacle et c'est pas forcément juste. Hum, pour illustrer cet argument, Mmh. j'ai rencontré des personnes au cours des formations des guides absolument fascinants parce que, par exemple, il y a 2 jours, je fais passer le message d'une grand-mère qui malheureusement sa petite fille n'avait pas connu et qui avait des capacités, qui par exemple coupait le feu, tout ça, et elle en a hérité. Mais ça s'est Ah, pas expliqué dans la famille. Et puis, elle disait: «Bah oui, ma mère, l'autre fois, on est allé manger au restaurant, il y avait un serveur qui avait, de l'eczéma. Ma mère, elle a passé la main et le lendemain, il avait plus rien». Puis moi, je me rends compte que j'ai des petits trucs comme ça. Vous voyez? Ce genre de ça, je vais appeler ça un don plutôt. mmh. Il y a aussi des personnes qui ont des capacités, qui ont, des guides, une présence, qui vont être plutôt des guides, on va dire, entre guillemets, «guérisseurs». Moi, par exemple, j'ai un guide guérisseur qui du coup, alors c'est un grand mot, hein, mais en gros, c'est une capacité à travailler, à agir dans le subtil, qui permet de dégager, de libérer et de transmettre des informations qui vont permettre de comprendre le corps humain et l'humain en général. Et ça aussi, ça fait partie de nos capacités, de notre chemin de vie, parce que le chemin du thérapeute, c'est relié aussi à, à un chemin qui passe forcément par un moment cette notion de spiritualité, Mmh. surtout quand on travaille dans l'énergétique, hein, ça me paraît indissociable, même si on met pas ce mot-là. Il y a des personnes qui, euh, par exemple, elles ont une écoute bienveillante, elles ont une force d'amour que rien qu'en leur parlant, on se sent mieux. Vous avez déjà remarqué? Oui,
Bien mais c'est sûr. génial, mais c'est des capacités de thérapeute, très clairement. Mmh. Il y a aussi des personnes qui, du coup, vont avoir les bons mots, vont avoir l'attitude juste. Ça aussi, c'est être thérapeute, vous voyez, c'est pas forcément mettre une casquette ou en faire une profession, il y a vraiment une notion d'aide à l'autre, hein, tout simplement. On tourne autour de ce thème, Mmh. Et ce qui est beau heu, surtout, c'est que, l'idée de pouvoir justement, aiguiser cette intuition en fait, parce que ça parte d'une tout à fait, intuition, d'un ressenti, de quelque chose d'intérieur qui est pas forcément, mental en fait, hein, tout à qui est fait. pas intellectualisé donc ça demande effectivement un certain lâcher prise et comment après on peut aiguiser ça. C'est ça en fait toute la force, de ce type de pratique. C'est comment Et après on peut ben, aiguiser cette intuition. tu bien inspirée, hein, Sana, parce que c'est le chapitre 4. Oui, Là, j'ai abordé le peut-être, chapitre 5, chapitre 4, le développement des capacités psychiques. ouais, C'est une ouais, je bonne peux tester. question. Développer ses capacités, si on part du principe que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience matérielle, ça veut dire que nous avons tous des facultés spirituelles qui sont un potentiel latent, mais qu'on n'utilise pas forcément. Donc pour ça se travaille. Moi, la médiumnité, je l'ai travaillé pour transmettre les messages de défunts. Heu, Ça vient pas, sauf dans certains cas. Il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des dons, c'est de naissance, ils vont avoir une capacité de voyant, hein. Je pense notamment à Gérard Barbier qui est auteur de l'Oracle G. Si vous connaissez les petites cartes de l'Oracle G, hein, c'est Gérard Barbier, lui, c'est un voyant de naissance, donc ça, on peut dire que c'est vraiment un don. Il y a des médiums aussi qui sont comme ça depuis tout petit, hein, j'en ai vu en conférence. Donc ça, c'est un don et je suis pas sûr qu'on puisse l'apprendre, c'est plutôt un cadeau du ciel à la naissance. En revanche, les capacités, eh bien, on les travaille par la pratique. Euh, Ce qui est beau, moi, ce que j'aime bien, c'est que, euh, par exemple, c'était aujourd'hui, oui, vers midi, il y a quelqu'un qui me dit, bah voilà, moi, j'aimerais bien faire la formation guide et la formation passeur d'âme, et je voudrais savoir si tout le monde est capable de le faire. Tout le monde a les capacités. Donc, très clairement, c'est une personne qui manque de confiance en elle. Donc, le fait de l'aider et la rassurer, bah, moi, après, tout mon travail, c'est de l'aider à prendre confiance. Et je pense que c'est ça aussi le métier de thérapeute, c'est aider les personnes avec ce chemin vers la confiance. C'est en étant avec une écoute, une sagesse, mais aussi savoir faire la part des choses. Parce qu'un thérapeute, c'est aussi quelqu'un qui aide à sortir de la zone de confort, très clairement. Cette zone de confort dans laquelle on est tous, eh bien du coup, n'est pas forcément le chemin de la sagesse. Et les guides nous suggèrent de pouvoir changer de chemin. Et quand on n'écoute pas notre intuition, qu'on a tous, hein, très clairement, on a tous cette petite voix, mais on a du mal à faire la distinction entre le mental et l'intuition, eh bien, ça peut se répercuter dans le corps. Pour ça, il y a un dictionnaire que vous connaissez sûrement, qui s'appelle le Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel, qui part du principe que toute maladie naît d'un manque d'amour. Et ce grand principe, il l'a appliqué à travers ce dictionnaire, et il fait le lien entre le mal a dit, la maladie. La maladie quoi? Et c'est ça aussi l'outil de thérapeute, c'est pouvoir être dans le décodage émotionnel. Parce que les personnes qui viennent nous voir, ce sont des personnes qui sont en souffrance psychique, hein, qui sont en burn-out, qui savent plus où aller, qui sont pété un câble. C'est des personnes en détresse émotionnelle, qui sont chargées, qui ont vécu un deuil. Donc, dans le deuil, on a la tristesse, on a la culpabilité, on a la colère. Mais ce sont aussi des personnes qui ont des maladies physiques, des maladies. Et nous, en tant que thérapeute, on va pas dire à ces personnes, vous avez bien fait de venir me voir, je vais vous guérir. Prenons un exemple précis. Imaginons que vous dites, OK, moi j'ai des dons de guérisseur. Alors oui, c'est tout à fait possible, hein. J'en ai rencontré des personnes qui coupent le feu, des personnes, qui posent les mains comme ça, il y a des mots qui disparaissent. Je suis tout à fait d'accord, ça existe.
mais restons dans une attitude la plus humaine possible. Mettons-nous à la place des gens avant de prendre une position. Imaginons qu'une personne vient nous voir tétraplégique suite à un accident. Elle vous dit, je suis mon dernier espoir, j'ai vu des chirurgiens, ils ne peuvent pas m'opérer. Vous, vous dites que vous êtes guérisseur, vous allez pouvoir me guérir. Donc là, vous la mettez dans un ascenseur émotionnel. La personne retrouve espoir. Si au bout de la première séance, il ne se passe rien, bah, vous allez en faire une deuxième. 2, 3, 4, ainsi de suite. S'il ne se passe toujours rien, qu'est-ce qui va se passer? De une, vous n'avez été d'aucune aide à la personne. De deux, vous lui avez pris de l'argent pour rien. Et ça, je pense pas que ce soit juste. Mais de trois, vous allez perdre confiance en vos capacités. Et c'est ça qui est le plus dur, je trouve, à construire en tant que thérapeute. Et je pense que c'est une quatrième grande clé. C'est que moi, par exemple, j'ai souvent manqué de confiance en moi et je m'attachais beaucoup aux résultats. J'avais envie que les gens guérissent, hein, tout simplement, hein, parce que c'est un souhait du cœur, hein, ça me paraît légitime. Et du coup, bah, avec un peu de pratique, on se rend compte qu'on peut pas guérir les gens, on peut pas les sauver, c'est à eux de faire le chemin. Des personnes, là, je vous ai parlé d'une personne tétraplégique, mais je peux vous parler d'une personne qui a un cancer, qui est en phase terminale. Euh, Ce genre de cas où les personnes qui sont névrosées, par exemple, hein, les personnes bipolaires, par exemple, bonjour, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que j'étais bipolaire, vous êtes guérisseur, donc vous allez pouvoir m'aider. Alors en fait, d'un point de vue clinique, la bipolarité ne peut pas se soigner, hein, ni à travers l'hypnose, ni à travers des opérations. On apprend simplement à réduire l'impact avec des médicaments. Donc, vous voyez, tout ça, faut apprendre, je pense, à faire la part des choses. Donc, je pense qu'un thérapeute ne va pas prendre cette définition de guérisseur, mais va plutôt s'en remettre à l'univers, au ciel, demander, prier, euh, pour justement aider au maximum la personne, parce que avec le pouvoir de la prière, il se passe aussi plein de choses. Mais du coup, c'est pas nous qui guérissons. Et En puis tout c'est cas, très c'est mon important. point de vue. Ce que tu dis est très intéressant, Clotaire, notamment sur l'idée du chemin. Parce qu'effectivement, on est tous éduqués aux résultats, il faut que ça change, on a tous été éduqués vers ça, mais même, depuis qu'on est jeune, avec les notes, on attend d'avoir la note, c'est la note qui nous définit et cetera et on Mhm, se rend c'est pas ça. compte de tout le travail, de tout le chemin pour progresser. C'est là où on s'enrichit et c'est là où on peut changer son chemin de vie et donc ce que tu dis là est primordial parce que souvent, effectivement, que ce soit les personnes qui viennent te voir ou les personnes avec qui tu communiques, je pense que c'est hyper important, de souligner cela. Si on veut changer son chemin, c'est pas bien évidemment, il faut se fixer des objectifs atteignables, mais c'est effectivement ce chemin-là que tu proposes, hein, ce travail sur soi au quotidien, cette avancée, chaque pas, chaque jour, hem, ces réflexions, ces prières, ces méditations, travailler, aiguiser son intuition, toutes ces choses qui vont faire qu'on pourra effectivement atteindre, de beaux résultats ou du moins quelque chose qui coïncide avec son chemin et qui fait qu'on peut parler ensuite d'alignement. Donc, je Tout tenais à à ce fait. Tout à fait. Non, mais c'est bien de le voir dans un sens, mais c'est aussi important de le voir dans l'autre sens. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont déjà hyper sensibles, qui sont hyper empathiques, qui ont envie de devenir thérapeute parce que c'est leur voie, c'est leur chemin. Je pense à toutes ces personnes que j'ai formées qui sont ce qu'on appelle des cœurs sur pattes, que j'ai rencontrés dans ma vie, avec qui j'ai eu des très beaux échanges, mais qui du coup, quand elles voient quelqu'un, elles ressentent tout. mmh, Punaise, moi, c'était mon cas, c'est super compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune et du coup, j'ai voulu tester. Parce que moi, j'aime bien, quand on me dit quelque chose, vérifier si c'est vrai. Donc, quand j'ai été formé au Reiki, j'ai un petit peu travaillé sur le développement des capacités et je me rendais compte qu'en ouvrant mon cœur, eh bien, j'arrivais à sentir les personnes. Et on est allé se balader dans un parc avec mes enseignants. Il y avait une personne en face de moi qui avait l'air pas bien et j'ai voulu savoir ce qu'elle avait. J'ai dit, ah tiens, elle, est-ce que j'ai réussi à avoir l'info par mes guides et tout? Enfin, vraiment un truc de jeune con, quoi. oh, Et là, d'un coup, j'ai chopé, mais un truc, je me suis mis à tousser, presque à limite à vomir dans le fossé et tout. Mes enseignants, ils étaient en train de se foutre de moi, ils étaient en train de se marrer. Moi, j'étais en train limite de m'asphyxier
Et là, je dis: «Mais c'est quoi qui vous fait marrer et tout?» Ils m'ont Mmh. dit: «Mais tu toujours pas tiré la leçon, toi. Tu toujours pas compris que ça, c'est ton ego, ça». Mmh. Et Waouh! cette empathie, elle doit servir, dans le fait d'aider les autres, et elle doit apprendre à s'équilibrer. Donc à partir de là, j'ai compris, enfin non, il m'a fallu quelques autres expériences quand même pour être, vraiment honnête, que lâcher cette curiosité un petit peu malsaine, on a les informations dont on a besoin au bon moment. C'est comme quand je transmets des messages et des fins, des fois, j'anticipe un peu, je suis stressé et tout parce que j'ai besoin d'avoir des résultats, hein, comme tu disais, Sana. Eh bien, c'est un peu pareil avec, la sensibilité. L'hypersensibilité, on doit la travailler en amont pour réduire, apprendre à l'équilibrer, pour ne pas que cette hypersensibilité se retourne contre nous. Pour pas qu'une personne qui ne va pas bien et dont nous n'arrivons pas à gérer notre propre émotionnel, si une personne pleure devant vous, vous mettez à pleurer, alors certes, ça va vous faire du bien, mais au niveau de votre crédibilité et Mmh. d'efficacité, on est un peu moyen. Si vous perdez tous vos Bah, moyens, il y a une personne qui s'énerve et vous lui pétez un câble dessus, c'est pareil, c'est pareil, hein. hein, c'est C'est moyen. pareil, de l'amour là, je sais pas si tu le sens vraiment, hein? Tu le sens, mon amour? Alors dégage! Voilà, c'est pareil. Par contre, la notion de réussir à se positionner en tant que thérapeute, la notion de pas prendre les bagages des autres sur soi, c'est super important et je souhaite, à travers cette conférence, vous aider à comprendre la notion de prendre soin de soi, de travailler sur, l'équilibre et la meilleure des protections, hein, c'est l'ancrage. La technique d'ancrage, il y en a plein. Là, on est sur la partie équilibrer sa sensibilité, mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir, s'ancrer avec un arbre, dans la nature, avoir ses racines bien au sol. C'est ça qui est important. Et quand vous apprenez à vous ancrer, c'est ce qu'on d'ailleurs, on n'apprend pas assez, je trouve, dans les formations, et bien, du coup, vous devenez plus solide et vous êtes capable d'aider, d'accompagner les gens en étant, bien aligné. Et ça, c'est super important. Voilà, moi j'aime bien m'ancrer avec des grands arbres. Mmh. C'est quoi On peut comme arbre aussi là? ça, c'est un cotonnier qui fait à peu près, une centaine de mètres de haut et qui est à l'île Maurice. OK. C'était un exemple un peu démesuré sur l'ancrage et rien que ça, vous voyez, c'est une excellente protection. Je vous conseille vraiment de l'expérimenter. Hem, c'est assez facile, hein, c'est vraiment, être bien dans son corps, être bien posé, être dans l'instant présent et visualiser des racines rouges qui sortent par la plante des pieds. À l'expiration, elles sortent, elles s'enfoncent dans la terre et à l'inspiration, elles remontent à travers nos jambes. Une énergie rouge, dense, solide et puissante. Et si vous continuez comme ça pendant quelques instants, vous allez commencer à ressentir des fourmillements. Mmh. C'est pas votre corps qui s'endort, c'est l'énergie tellurique qui remonte. Et rien que ça, c'est, une super protection. Je peux pas m'empêcher de te couper parce qu'hier, j'ai eu une expérience un peu dans ce sens-là et il faut vraiment que je la partage. J'ai Vas-y. une amie, au Québec qui fait des chants de l'âme Mmh et mh. heu et hier, on a discuté un petit peu au téléphone et puis elle a commencé à chanter. Elle a travaillé là-dessus avec ces chants-là. J'étais allongée et j'ai commencé à sentir une chaleur au niveau de mes pieds, quelque chose, mais c'était, c'était comme quelque chose qui vivait, quoi et je sentais de la chaleur qui sortait de mes pieds comme ça pendant au moins 1 heure. Ça voulait pas s'arrêter et j'ai senti une espèce d'ancrage comme tu parles, mais je me sentais très bien. Elle me dit: «Mais ça va, tu te sens bien?» Elle me dit: «Ouais». Avec ces chants-là, elle a réussi Elle est à forte, hein. C'est pas José, Robichaud, c'est pas ça? c'est pas José Robichaud, mais c'est, Isara et je vous la présenterai bientôt, vous inquiétez pas, Ah c'est dans ouais, mon c'est chouette d'accueillir ce genre de personnes. génial. Au téléphone, elle m'a fait ça. Au téléphone, elle était au Québec, elle a commencé à chanter et c'était génial. Bon, c'était la petite aparté. Mais ça donne aussi un bel exemple, que le chemin de thérapeute, ça peut aussi se faire avec des outils qu'on a déjà en soi. Par exemple, le chant peut être très bien,
une voie de guérison, une voie d'expression. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé, mais aussi bien la danse ou ce genre de pratique peut être aussi mis comme euh, une fonction de thérapeute parce qu'on aide les gens à se libérer. Donc, on aide les gens à se guérir. Voilà, moi j'aime bien réunir les gens. Vous avez remarqué, je pense que les Mmh. croyances, elles divisent, mais que les valeurs, elles rassemblent. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, je pense que c'est encore une autre clé. Ça, pour réussir à se développer, il faut savoir euh, maintenir sa lumière. Mmh. Parce que quand on commence à devenir visible, et pour ça, il y a plein de moyens, mais même déjà à travers la carte de visite, on peut attirer à soi la jalousie. Un jour, j'avais été invité c'était un lieu vous savez, de thérapie. Donc, il y avait plein d'intervenants, il y avait plein de thérapeutes. Et puis, du coup, je devais donner une conférence. C'était sur comment les guides communiquent avec nous. Et 2 jours avant, la responsable m'appelle en disant, écoute, j'ai une intervenante, elle m'a menacé de quitter le centre si jamais je te fais venir et tout, donc je vais devoir annuler ta présence. Moi, je l'ai vécu, mais comme une injustice, hein. J'ai dit, non, mais pour qui elle se prend? C'est qui celle-là? On se connaît et tout. Mais en fait, on s'est jamais vu, on se connaît pas, on s'est jamais croisé, on n'a aucun antécédent. Mais en fait, elle avait peur de la concurrence, que je prenne sa place parce qu'elle faisait la même chose. Bon, je suis pas resté là-dessus. J'avais un copain un hypnothérapeute qui bossait dans le centre, et donc je l'ai appelé, hein, pour essayer d'avoir des infos. Et il m'a dit, bah ouais, je la connais. Moi, quand j'ai mis mes cartes de visite, elle les a prises, elle a tout balancé dans le fond. Du coup, j'ai plus de carte de visite. Et OK. moi, je lui dis, quoi, mais tu l'as laissé faire et tout. Vous voyez, le bon côté un peu juste, quoi. Et puis, finalement, la roue tourne, elle s'est faite virer. Oui, mais c'est ça. Retour de Bah, flamme, hein. ouais, voilà, c'est le retour de flamme. Mais en même temps, je me dis, quand on est thérapeute et si on est dans cette malveillance, mais c'est pas étonnant que ça fonctionne pas. Et pourtant, on doit y faire face, parce que aujourd'hui, je pense que c'est devenu de plus en plus facile, de plus en plus accessible de devenir thérapeute, hein, à la fois du point de vue financier, parce qu'avant des formations, ça coûtait 2 bras. Ah, du coup, tu payes 2 bras, tu peux plus, tu peux plus exercer. Mais aussi avec la notion de diffusion, la notion d'information, surtout à travers le net, où il y a de plus en plus de choses qui se pratiquent. Du coup, on a de plus en plus de thérapeutes. Mais si jamais on n'est pas équilibré, si on n'a pas travaillé sur cet axe dont je vous ai parlé, c'est la notion de confiance en soi, la notion de chacun doit prendre sa place, bah du coup, on va émettre de la jalousie, on va mettre de la malveillance. Et ça, on le retrouve dans le milieu de la thérapie, mais c'est comme dans tous les autres milieux, c'est normal, ça fait partie du truc. Donc, je vous ai mis un petit article que j'aime beaucoup dans le chapitre sur les salons dont je vais vous parler après. Euh, la lumière attire les moustiques. Et leur meilleur moyen, quand on est critiqué, quand on est jalousé, quand on a notre milieu même familial, hein, ou amical qui nous dit non mais ça va pas, tu vas pas être thérapeute, ça te correspond pas, c'est pas pour toi, Et et ben le comment? meilleur moyen, c'est de garder sa lumière. C'est de- On dit aussi que ceux qui parlent dans notre dos, ben ils voient notre qui sont derrière nous. Et ça c'est important, je vous le partage aussi parce que devenir thérapeute, réussir à se développer, c'est aussi devenir visible. Quand on commence à devenir visible, quand on commence à donner sa carte et tout, on commence à parler de nous. Et parler de nous, ça fait peur pour la plupart d'entre nous. Euh, Ça peut être des blessures d'âme, hein, dues à des vies antérieures, hein. Je pense notamment à une personne que j'ai aidée qui avait du mal qui est super douée en astrologie karmique, mais qui a du mal à prendre sa place parce que elle a vécu, on a revécu ensemble une mémoire de vie antérieure et elle avait été euh, torturée. Ça a coupé. C'est bon, tu Ouais. m'entends? Ouais, oui, je t'entends.
Une Très bien, on est personne, elle parti. a été torturée et tuée dans une vie antérieure parce qu'elle était sorcière et qu'elle avait une sorcière blanche, elle faisait du bien avec des petites potions, elle aidait les gens à aller mieux, tout ça. Et du coup, Mmh. c'est une mémoire d'âme qu'elle portait, elle avait du mal à prendre sa place. Et Mmh. aujourd'hui, elle avait peur de la critique, elle avait peur du regard des autres. Et ça se comprend tout à fait. Et je vous comprends aussi parce que bah, pour réussir à en vivre de son activité, que ce soit une activité complémentaire ou une activité à temps plein, eh bien du coup, il y a cette notion d'argent qui rentre en jeu, il y a cette notion un petit peu aussi de se donner les moyens. Et pour ça, ce qui marche bien, ce sont les salons du bien-être. C'est le chapitre 7, donc les salons du bien-être, il y en a de plus en plus. Il y en a partout. Ça va du petit salon à 75 € dans une petite salle des fêtes, au salon à 1002, 1005, le salon Parapsy à Paris, ou les salons, moi, que je fais depuis quelques années, c'est les salons du bien-être qui sont en place depuis 10 ans avec Patrice Marty, par exemple. Donc c'est un investissement. Cet investissement, c'est une des dernières grandes clés que je souhaite vous transmettre. Pour réussir à se développer, on a aussi besoin d'investir. Donc, investir dans des cartes de visite, ça coûte 60, 70 € à peu près. Investir dans les salons, ça peut coûter un peu plus cher, mais en même temps, c'est une voie qui est facile parce que là, c'est le client qui vient à nous. Dans les salons du bien-être, il y a tellement un flot de clientèle, enfin quand ça marche, hein, quand ce sont des salons qui sont connus, que du coup, même si vous n'êtes pas connu, même si vous débutez, les gens vont vous poser des questions par curiosité. Donc vous allez du coup apprendre une casquette. Et cette casquette, je pense que elle peut être assez difficile à porter. C'est un peu la casquette de commercial. C'est-à-dire, on Mmh. répond aux gens, on essaie de leur proposer les soins, on essaie de faire en sorte de les convaincre de venir avec nous. Alors, je sais que ça peut rebuter pas mal de personnes. Ça rebute souvent les problèmes, les gens qui ont un problème avec l'argent, le fait de gagner sa vie, tout ça. Euh, je considère que c'est une croyance limitante. Même si on est beaucoup attaqué, parce qu'on fait un truc spirituel, parce que ça y est, on a un don de médium, tout ça, on devrait faire ça gratuitement. Peut-être que vous avez autour de vous votre entourage, votre famille, même vos amis, parce que vous êtes capable de les aider à guérir, que vous pouvez libérer l'eczéma, ce genre de choses, et bien du coup, ils comptent sur vous tout le temps en permanence et gratuitement. Bien, vous savez, j'en ai rencontré une comme ça sur un salon, un petit bout de femme qui me dit: «Mais moi, c'est facile, j'ai jamais fait de formation, mais je pose mes mains sur quelqu'un, même à distance, dans les 5 minutes, elle a plus rien. Du coup, toutes mes copines, m'appellent, mais j'en ai marre, j'ai arrêté, je fais plus rien parce que, ça me prend tout mon temps et du coup, je suis harcelée sans cesse au téléphone». Je lui dis: «Mais» donc c'était au cours d'une guidance, hein, et je lui dis: Mmh. «Mais vous savez que c'est votre chemin, vous avez cette capacité, elle est faite pour être exploitée, pour rendre service». Elle me dit: «Ben oui, mais j'en peux plus». J'ai dit: «Mais attendez, c'est pas le problème des autres, c'est parce que vous, vous arrivez pas à vous respecter, à vous fixer des limites. Pourquoi vous faites pas payer?» Bah, parce qu'elle dit: «Parce que on me dit que c'est un don, c'est un cadeau du ciel, donc je dois le transmettre gratuitement». J'ai dit: «Bah oui, toutes les personnes qui vous disent ça sont celles qui profitent de vous gratuitement, on est d'accord?» Ouais. «Ah bah oui». Vous voyez là où je veux en venir? Et ça, c'est aussi un travail profond, hein. Et franchement, je suis bien placé pour vous en parler parce que moi, quand j'ai commencé le Reiki, donc en 2006, j'avais pas du tout cette idée d'argent. J'offrais euh, sur mon chemin de vie, j'ai beaucoup voyagé, je rendais service comme ça. C'était ma façon de me sentir bien, en fait. C'est un peu égoïste de vous dire ça, mais en gros, je me sentais bien parce que je faisais du bien aux autres. Voilà. En gros, c'est un peu ma façon d'être. Euh, Du coup, pendant 4, 5 ans, je me fais jamais payer. Je faisais ça sur les animaux, je faisais ça dès qu'une personne, j'ai fait ça dans un bus en Équateur, une personne qui avait mal à la tête et je le sentais et je lui ai dit, donc en espagnol, voilà, je vois que vous prenez la tête, vous avez mal et tout, je le sens aussi. Si vous voulez, je vous fais un petit soin. Et ben durant le bus, je lui fais un petit soin avec elle. Elle était super contente. Elle est repartie avec un sourire.
Mais le jour où j'ai voulu en faire un métier, si je restais dans ces fonctionnements-là, mais jamais j'aurais pu en vivre. Et sur les salons, je vous déconseille de faire des choses gratuites. Vraiment. Si vous choisissez de faire un salon du bien-être, il faut penser à amortir votre investissement. Je vous donne deux, trois exemples, hein. Il y en a d'autres dans le livre, il y en a plein qui marchent, hein. Je pense que chacun fait aussi avec ses outils. Si vous faites des soins Reiki, proposez des petits soins découvertes sur stand à 20 euros. Pareil, si vous faites du Lao-Chi, des bars. En hypnose, ça me paraît un peu plus délicat parce que mettre une personne en transe au milieu de la foule, c'est pas une atmosphère, je trouve, intimiste. Vous pouvez proposer, si vous développez la médiumnité ou la voyance, de faire des messages à un tarif découverte, hein, vous voyez, pour donner envie. C'est important d'avoir cette approche un peu commerciale et cet équilibre avec l'argent. Sinon, vous faites un salon, vous perdez de l'argent et ensuite, ça va être compliqué de pouvoir vous remettre à flot financièrement. Et puis, il faut pas se cacher, hein. C'est pas parce qu'on fait un truc spirituel que ça y est, tout est gratuit, on doit vivre d'amour et d'eau fraîche. Nous sommes dans une société matérialiste, dans une société où on doit payer des lectures, des factures, où le prix de l'essence augmente, le prix des déplacements aussi. Tout ça, ça a un coût inhérent aussi au statut d'auto-entrepreneur. Donc, on récupère pas la TVA, par exemple. Non. Et ça, on le verra en détail comment faire une compta dans l'atelier 1 sur l'administratif. Parce que vous verrez que c'est simple. En tout cas, moi, je me suis simplifié la vie. On verra aussi que pour diminuer ses coûts, il y a plusieurs options. Une option, moi, que j'ai développée ces dernières années, c'est le travail à distance. La plupart des soins aujourd'hui que je fais, ce sont des personnes euh, que je ne rencontre pas physiquement. Là, ce soir, j'ai eu la maman et sa fille, elles étaient tous les deux à côté de Cannes, mais c'est des personnes qui accordent leur confiance à travers le bouche à oreille. Et c'est ça la meilleure publicité. Et c'est ça le meilleur moteur pour réussir à se faire connaître et à se développer. C'est le bouche à oreille. C'est pas nous qui allons mettre une pancarte en disant je suis le meilleur thérapeute, venez vers moi, je vous le fais Colgate. Vous voyez. Tout ça, je pense que c'est être dans le commerce. Je pense que le bouche à oreille, c'est rester humain, c'est faire du mieux qu'on peut, c'est rester à sa juste place et c'est oser se lancer donc à travers les salons parce que les salons du bien-être, même si on n'a pas forcément une clientèle tout de suite, bah, les gens nous ont vus, les gens parlent de nous, ils transmettent aux cartes de visite à gauche, à droite, et c'est comme ça peut créer ce qu'on appelle un noyau, et ce noyau, après, il s'agrandit. Vous avez d'autres façons, vous pouvez très bien, par exemple, un thérapeute dont j'ai entendu la conférence, qui s'appelle Gwen Clapp, que j'aime beaucoup, il dit, ben voilà, j'ai pas fait de formation, mais je me suis rendu compte que les gens, quand ils venaient me voir, ça leur faisait du bien. Ils repartaient, ils étaient plus légers, ils avaient moins de problèmes. Et donc, pour réussir à se développer, il leur a dit, ben voilà, euh, toutes les personnes que j'aide gratuitement, ben, je vous demande d'en parler autour de vous, mais leur dire que c'est payant. Et c'est comme ça qu'il a fait. Et je pense que cet exemple, il peut aussi beaucoup vous aider pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de passer par un salon, hein. J'essaie de rester le plus large possible pour aider un maximum de personnes. Bien sûr. Euh, Et puis nous, on a des réactions, on prendra le temps, hein. Il y a beaucoup de juste éléments de réponses qui sont proposés par les auditeurs. On prendra le temps, une fois que tu auras fini ta conférence, pour revenir là-dessus, en détail. d'accord. On a beaucoup de J'espère beaucoup de que réactions. Oui? bon, ben j'espère que les réactions sont positives déjà. Elles vont dans l'ordre de la réflexion de ce que tu proposes, notamment au niveau des tarifs, où on avait, certains des auditeurs qui disaient qu'ils n'avaient jamais de tarif fixe, mais que ça pouvait s'adapter, d'autres qui pouvaient proposer des modalités de paiement en plusieurs fois, d'autres qui disaient qu'effectivement, le temps faisait aussi le moteur de l'argent, hein. On a des réactions là-dessus très Ouais, tout à pertinentes. fait, mais je suis tout à Heu, fait il y a d'accord. Et ça, je pense que c'est un beau cap Mmh mh. euh, qui permet, en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être aussi fidèle à ses valeurs en termes de rémunération, en termes d'argent. Aujourd'hui, je Mmh. pense qu'un thérapeute,
dans le cœur, il cherche à rester accessible. Donc déjà, il doit faire des prix exorbitants, mais ensuite, il peut proposer différents tarifs. Ça peut être des tarifs pour personnes en difficulté, C'est ça, ça peut être des dons libres, tout ça. c'est ça, Mais il y a la notion d'échange qui est super importante. bien sûr. Mmh, Ça c'est aussi, évident. ça me paraît aussi, un respect de soi. Je vous en parlais, c'est le 1er axe, la première grande clé que je vous ai transmise, c'est l'important de prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est aussi savoir se respecter, c'est savoir aussi se positionner et donc c'est savoir aussi demander. Bah oui, parce que demander, un tarif, demander un paiement, c'est pas évident. On peut être mal à l'aise avec ça et pourtant, c'est important pour réussir à en vivre. C'est le dernier chapitre de mon manuel, c'est le thérapeute et la relation à l'argent. La Mmh, relation à l'argent, elle peut être conflictuelle, mais l'argent, vous savez, c'est une énergie. Ça dépend pas de la quantité d'argent, ça dépend de ce qu'on en fait. On peut très bien être un milliardaire et faire des choses très belles. Et on peut aussi faire des choses complètement catastrophiques pour l'environnement, hein. Je vais pas citer de nom, même si j'en ai plein en tête, mais vous voyez, ça dépend de ce qu'on en fait. Du coup, moi, un truc qui m'a aidé à passer le cap, c'est par exemple, demander de l'argent et derrière, me dire: «Mais, à quoi il va me servir cet argent?» Pas uniquement pour m'enrichir personnellement, mais du coup, j'ai envie de faire quelque chose d'utile. Donc du coup, ce que j'avais envie de faire, c'est que du coup, par exemple, l'achat du livre, je reverse 1 € à la cause animale. Donc en fin d'année, j'ai choisi de faire ça le 25 décembre, parce qu'en fait, le 25 décembre, c'est le jour de Noël et moi, je trouve ça chouette d'offrir des cadeaux aux animaux des refuges. Donc du coup, je fais le bilan de mes ventes de l'année puisque c'est mon bilan annuel, fin décembre et le nombre de livres vendus, eh bien, donne le nombre d'euros reversés. C'est simple comme calcul, hein, pas se prendre la tête et je le reverse à une association pour qu'elle puisse faire des cadeaux aux chiens, quoi, voilà. Et je pense que ça m'a aussi aidé à me sentir légitime et du coup à me dire que bah voilà, l'argent derrière, on le redistribue, tout ça. mais oui. On va avancer un petit peu pour aller vers la conclusion parce que je vois que ça fait déjà 1 heure 16. Alors je suis désolé si je parle beaucoup, je suis vraiment passionné. Je vais aller vers la conclusion pour aussi pouvoir répondre à vos questions. Le dernier point que je vais aborder, c'est la notion de prise de parole, qui fait l'objet d'un atelier à part entière parce que, vous savez, au début, dans mon parcours, je pensais pas que j'allais réussir à en vivre ou à me développer. Moi, j'avais en tête un truc très simple. Je travaillais avec les enfants dans une ferme pédagogique. Je vous ai montré la photo tout à l'heure. Donc, je faisais beaucoup d'ateliers avec les enfants et à un moment, j'en avais eu un peu marre de travailler avec les enfants. J'avais envie d'aider les adultes. Et en parallèle, j'aidais de temps en temps les personnes. Je faisais des soins Reiki et j'avais envie d'aider les gens à communiquer avec leur guide. Parce que moi, ça me paraissait tellement naturel que j'avais envie que tout le monde sache le faire. Donc je me suis dit: «Eh ben, je vais construire une conférence» et comme j'étais animateur pédagogique, j'avais l'habitude du discours, j'avais l'habitude de structurer, d'adapter ma pédagogie. Donc j'ai construit une conférence qui s'appelle «Comment communiquer avec les guides» et c'est une des premières que j'ai données, que j'ai partagées. Au début, les gens, ils devaient s'inscrire par texto. Il y avait eu 20 inscrits. J'ai dit: «Oh 20 inscrits, ça va, ça va». Je suis arrivé, boum, 35 personnes. Oh! J'étais comme ça. Et je dis: «Excusez-moi, je suis pas très mal à l'aise, je m'attendais à pas avoir autant de personnes». La deuxième conférence, entre-temps, mon grand-père est décédé, je suis revenu et j'avais une gueule d'enterrement, hein, Waouh, forcément. Bah, j'ai pas c'est sûr. cherché à mettre un masque. Je leur ai dit: «Écoutez, c'est normal si, vous me voyez triste, mon grand-père vient de mourir» et j'ai commencé à raconter une anecdote comme ça. Parce qu'il est parti le jour de la Saint-Joseph, qui est le nom de son frère et son frère est parti quelques années avant, il tenait beaucoup à lui et pour moi, c'est un clin d'œil le fait qu'il soit parti le jour même. Vous voyez, j'ai commencé à raconter ça tout naturellement. Ce qui m'amène à la notion et c'est le dernier point que je vais aborder avec vous, c'est prendre la parole en public, c'est pas forcément, évident, surtout quand on n'a pas l'habitude de parler,
Mais ce qui me semble important, c'est de pouvoir être suffisamment à l'aise avec les outils qu'on a, avec les capacités qu'on a. Et il faut d'abord avoir un petit champ d'expérience. Il faut d'abord avoir un petit peu de bagou, hein, on appelle ça un peu de bagage, parce qu'après, vous allez la raconter durant vos conférences. Vous allez illustrer les exemples. On verra au cours de l'atelier, hein, je ne peux pas vous le partager comme ça, comment on construit une conférence pour donner envie, pour attiser la curiosité, pour vraiment être le plus pertinent possible. Mais à mon avis, la plus grande clé, c'est parler avec son cœur, parce que être thérapeute, c'est une passion avant tout. C'est une envie d'aider l'autre, d'aider les gens à aller mieux, c'est une envie d'aider les animaux, c'est une envie d'être un relais, d'être un serviteur, et ça s'apprend pas. Ça, c'est un truc qu'on a tous. C'est l'amour, quoi, l'amour pour son prochain qui, à mon avis, la plus grande clé de la réussite et la plus grande clé du succès parce que, et ça va être ma phrase de conclusion, quelle est l'énergie la plus puissante dans l'univers? J'ai ma petite idée. Vous avez 2 heures. Non, je pense que là, dans le chat, tu dois Ouais. avoir tout le monde qui a mis Plein de l'énergie, choses, plein de choses. Ouais, ouais, ouais. C'est génial, vraiment c'est génial. l'énergie d'amour. Mais oui, Et donc, l'énergie d'amour, c'est celle qui, à mon avis, est la plus juste et la plus utile pour devenir thérapeute et réussir à se développer. waouh. Merci beaucoup Clotaire, merci pour cette intervention. Donc là pour clôturer un peu avant de passer sur les chats, donc je vous rappelle que, si vous êtes, intéressé par ce que fait là, Clotaire et vous propose, ces ateliers donc il les a bien explicités, mais on va bien évidemment dans les détails. Donc atelier, l'administratif, l'atelier 1, atelier 2, création de carte de visite et l'atelier 3, la prise de parole en public. Donc ça, on vous encourage à, vous inscrire sur les ateliers pour pouvoir bénéficier de ces, éléments. Et ça Maintenant, on va fonctionne repartir. très bien en replay aussi, c'est important de le préciser. Oui, bien évidemment. On a, je pense, là, des habitués du grand changement qui ont effectivement cette habitude de fonctionner aussi avec le replay. Vous avez le replay, vous avez la possibilité de mettre des réactions aussi sur le replay. Donc, sachez également que Clotaire les lit et prend le temps de voir vos réactions. C'est important aussi pour lui, hein. Il a parlé d'amour, c'est jusqu'au Bien bout. sûr. Voilà, Même si on peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. c'est important que ce que je vous ai transmis, ça vous paraît cohérent et pertinent. Sinon, je me renvoie à moi-même et je retravaille tout ça en profondeur pour me remettre en question et pour comprendre qu'est-ce qui vous gêne ou qu'est-ce qui n'est pas juste, hein, même si j'ai pas de clé de vérité, j'ai pas de savoir élitiste, c'est plus des opinions que je partage avec vous. Donc, permettez-vous vraiment de remettre tout en question, de pratiquer le discernement et surtout de prendre que ce que vous avez entendu de cette conférence qui vous touche et qui vous donne envie de mettre en place, tout simplement. C'est ça aussi le libre arbitre et c'est ça la liberté que je vous souhaite à toutes et à chacun. Voilà. Après tous ces mots d'amour, bah, je vais t'en mettre juste un de Mélanie. Hop, voilà. Ça, c'est C'est gentil. je t'adore Clotaire, tu es vraiment une belle âme. Merci Mélanie. Retour des Ben, moi choses. aussi, Viviane. Voilà, OK. Je vais hop, Voilà, on la a Reiki Vergona, les mantras, oui, oui, super, bon, c'est chouette. hop, donc on va repasser sur les différentes questions, qui ont été, posées, durant, cette conférence. Donc effectivement, très rapidement, quand tu as parlé des tarifs au début aussi déjà, donc comme je te disais, il y a eu des petites réactions, on en a parlé, le fait qu'il y avait des possibilités de s'adapter. Il Mhm. s'agissait pas non plus, de mettre des tarifs trop élevés ou au contraire, rester bloqué. L'idée effectivement, c'est d'avoir un échange, un espèce de troc possible aussi. Il y en a qui précisaient ces possibilités-là Mhm. et puis, il y a eu aussi une réaction concernant, une référence. On voulait savoir si tu connaissais Pascal Cascarino, sûrement, j'imagine, qui apparemment, est également,
très impliquée dans la démarche que tu proposes aussi. Alors, j'ai pas eu le temps de regarder vraiment, véritablement. C'était juste une question de ta part, savoir si tu connaissais un peu. Il y a un auditeur qui pourrait éventuellement nous en dire un peu plus, et puis on pourra partager ça. Il y avait aussi une question sur quel statut choisir. Enfin, Auto-entrepreneur, c'est le meilleur. voilà, c'est ça. Il y a C'est ce pas, que. alors moi, j'ai vraiment bossé là-dessus parce que forcément, j'ai écrit un livre, donc j'ai besoin que mes infos soient justes. Donc j'ai même Mhm. appelé un avocat, j'ai appelé un comptable. Il y avait un service de comptable gratuit qui m'a dit, il n'y a pas à chercher midi et 14 heures. Auto-entrepreneur, c'est le plus simple. On verra aussi en détail dans le chapitre 1 sur l'administratif que auto-entrepreneur, c'est gratuit quand on ouvre, quand on ferme, qu'on bénéficie automatiquement de l'ACRE et que maintenant le CA, vous pouvez l'exploser. Avant, fallait pas dépasser 31 000 euros de chiffre d'affaires. Bon, faut déjà les faire, faut déjà être 3 000 par mois. Maintenant, 70 000, vous pouvez y aller. Vous pouvez gagner Mm. 5 000 euros par mois à l'aise, et je Waouh. vous le souhaite, Oui. sans changer de statut. Donc, auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Comptabilité réduite, facturation réduite et pas de TVA. Parfait, c'est clair, concis. On avait également la question de Mélanie qui disait qu'elle voulait savoir si tu es thérapeute, est-ce que tu continues à faire toi-même des formations afin d'évoluer? Ah bah ouais, bien sûr, ça me paraît important. Mhm. La dernière formation que j'ai faite, c'était avec Serge Boutboul pour développer les capacités. J'en ai fait plusieurs. Là, j'aimerais bien en faire une avec Gwen Taps, un thérapeute que j'aime beaucoup. Euh, je lis beaucoup ces choses. Je l'ai écouté il y a pas longtemps sur Facebook, mais il fait des formations présentielles, donc il faudrait que je me déplace. Et la prochaine que je vais faire, c'est le 2 novembre. C'est avec Sylvain Didlot. C'est se reconnecter au divin. C'est à Bordeaux. Génial. Voilà, je vous parle de mon agenda en plus. Je vous dis des personnes que j'aime. Et donc, tout ça pour vous dire, bah oui, je continue à faire des formations Oui. et je m'arrêterai pas parce que j'adore ça. Mais c'est ça. Mais de toute façon, ça rentre un peu dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au même titre que tu accompagnes, tu aides, il est aussi important pour toi de te faire aider entre guillemets, hein, le terme, et de Mhm. te faire suivre, et donc ça passe par une évolution, bah, parfois, d'aller chercher, ailleurs. Parce qu'on peut faire un travail sur soi-même, mais on a toujours quand même besoin d'évoluer avec, des éléments aussi extérieurs quand on a déjà sa vibration, quand on a déjà son chemin, de se nourrir de choses extérieures également. Bon, Hem, super. mmh, on avait également, Mélanie qui réagissait, on a parlé de la bipolarité, Oui. qui disait que donc dans le cas de la bipolarité, tu réduis l'impact avec des médicaments, mais tu peux aider en tant que thérapeute afin de travailler sur les corps subtils et les chakras, je pense. Oui, chakras. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, j'en pense que j'ai vécu avec une bipolaire pendant OK. 2 ans. Donc, Belle je vais vous parler en termes d'expérience, même si waouh, je OK. suis pas encore thérapeute. Elle refusait d'accepter sa maladie, elle refusait de prendre ses médicaments. Un jour, elle avait rendez-vous chez son psy. Elle est arrivée, elle a pété un câble, elle a giflé son psy, elle lui a mis une tarte. Elle Waouh. s'est retrouvée internée, forcément, il l'a envoyée à l'hôpital. Eh oui, dangereuse pour les autres. Voilà. Et entre-temps, elle a trouvé le moyen, mais c'est pas de sa faute, d'aller voir ailleurs. Donc elle m'a trompé un soir, comme ça. Et en allant la voir à l'hôpital, je suis tombé sur ce mec avec qui elle m'avait trompé. Et donc, si vous voulez, mon filtre des personnes bipolaires, il est un peu super voilé, quoi. Parce que du Mmh. coup, en termes d'expérience, je l'ai assez mal vécu. Euh, donc, du coup, j'ai proposé une aide, mais moi, avec mes petits moyens, parce qu'il y a des fois, je suis un peu naïf. Et je lui ai fait des séances de Reiki, j'ai voulu l'aider, mais le problème au fond, c'est qu'elle acceptait pas sa maladie. Et c'est qu'elle voulait pas prendre de médicaments. Donc du coup, moi, j'ai rien pu faire. C'est pour ça que je pense que une personne, on peut pas les guérir, on peut les aider. Je pense que le travail que j'aurais dû faire, mais j'étais son petit ami, donc c'était compliqué, c'était de l'aider à accepter sa maladie. Et au niveau du travail des corps subtils, tout ça, oui, c'est fort possible, parce que les médicaments ont un impact.
mais je n'ai pas plus d'expérience que ça dans ce domaine. Mais si pour vous ça marche, mais c'est super, tant mieux. Bah, c'est un beau partage, on remercie Mélanie. Merci Mélanie. OK, on avait également, d'autres éléments. Ouais, alors Hem moi, ils n'apparaissent plus. Je les avais avant, ils ont disparu. ah bon? Ouais, Peut-être que tu devrais cliquer peut-être sur comment, et tu les verras. ben non, Même j'ai pas? plus rien là. Mmh mh. Oh, ah beh, là, tu es plus là d'ailleurs. Où es-tu? Faut que tu reviennes avec nous, Clotaire. Il faut que tu reviennes avec nous. Reconnecte-toi pour que tu puisses voir les chats. Donc, oui, on a eu effectivement beaucoup de réactions autour des rémunérations. Nous avions également des références. Ah, il faut que tu te reconnectes. Je te remets tout de suite. Je Hop, suis là. tu es avec nous? Ouais, ça Tu es y est, parti pendant un petit moment? Tu es ouais, revenu, ça y est? ouais. Et boire aujourd'hui? Ça Non, y est, on j'ai était juste retrouvé les commentaires du coup, donc ça y est, je vais pouvoir ah les lire. génial. Tu connais Fabienne Brial? Ça dit quelque chose aussi? Non, On a on a à potasser, je crois, hein, parce qu'on a des auditeurs qui c'est sont bien, calés. c'est chouette ça. Cherche, ouais, ouais, il va falloir qu'on bosse. Ça peut être super. Hem, sur, peut-être, sur les, alors il y avait une dernière, oui, donc comme je disais, la rémunération, c'était revenu, sur la fin. Hem, alors il y a une question. Je voudrais savoir comment faire quand, au-delà de la résistance, comme tu disais, à se faire payer, je fais du reiki, je suis douée, mais je n'ose pas aller plus loin. Merci. C'est Corinne qui pose la question. Bah alors, vous avez plein de moyens. Vous n'êtes pas forcément obligé de lire ce bouquin-là. Il y a la notion de pouvoir demander de l'échange déjà. De l'échange, c'est pas forcément de l'argent, mais ça peut passer par du troc. Oui, c'est ce Parce que que disait un c'est avant tout une peur. Vous vous sentez pas légitime, vous n'osez pas demander de l'argent, donc vous pouvez y aller par étapes. Par exemple, une fois, j'ai reçu quelqu'un en soins qui était victime d'un PNM, un pervers narcissique manipulateur, qui était complètement en vrac. Donc une séance, ça suffisait pas, mais elle avait pas beaucoup de moyens. Et donc je lui ai proposé une deuxième séance, mais elle m'a dit, ben non. J'ai dit, mais pourquoi? Elle m'a dit, ben parce que financièrement, je peux pas. J'ai dit, mais vous tracassez pas pour l'argent. Si vous voulez, on fait un échange. Vous faites quoi comme métier? Je suis apicultrice. Je lui ai dit, ah génial, j'adore le miel. Elle est c'est revenue à ça, la séance suivante. Punaise, elle m'a rapporté. Alors, j'ai eu de la gelée royale, j'ai eu des barres de nougat avec du miel, j'ai eu un pot de miel de fleurs et tout. J'étais super content. Et en fait, mmh, c'était un échange juste. Vous voyez? L'autre fois, j'ai quelqu'un qui est venu, qui avait aussi des difficultés financières. Je lui ai demandé un échange. Elle m'a dit, bah, écoutez, j'ai plus beaucoup d'argent, mais j'ai fait la communion de ma fille, je vous ai ramené des dragées. Bah, je les ai génial. défoncés, les trajets, comme ça. Moi, je suis gourmand aussi. T'inquiète pas, hein, tu as toujours Mais le donc sourire voilà, pour répondre à votre question, passer peut-être par la notion d'échange, de troc, pour mmh, ensuite arriver à la notion d'argent. Ça peut me paraître un bon intermédiaire. mmh, parfait. Voilà, voilà. Bah, c'est génial, on a des retours, hein, positifs sur sur la conférence, sur nos interventions également, et donc on vous remercie, hein, les auditeurs, hein, pour vos réactions. J'imagine que, sur les replays, on aura encore d'autres éléments de réflexion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On en est encore, sur, la phase chat, donc on peut très bien aussi, continuer à répondre aux questions, enfin Clotaire notamment. Ouais, Je j'aime beaucoup les interventions de Sandy aussi, qui dit qu'il a développé une méthode, la gestion des émotions, la troc thérapie. Excellent. c'est ça. C'est ça, génial. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, mais vraiment, voilà un petit peu, bah, je pense que, tu as fait quand même pas mal le tour d'un certain nombre de choses, de réflexions, Clotaire. Je pense que maintenant, il va falloir passer à la phase 2, rentrer encore dans ces ateliers ou rentrer vraiment spécifiquement, où il y a pas mal d'éléments de réponse que tu aimerais, proposer. Je rappelle aussi que tout ce que tu présentes aujourd'hui, c'est, au regard aussi de ton ouvrage, qui est un Voilà. manuel
de C'est formation. gentil de Donc, faire un petit peu de pub dessus. Donc, manuel de formation de la pratique Reiki au métier de thérapeute, donc, qui est disponible sur mon site. Mon site, c'est www.guidespirituel.fr. voilà. Alors, je ne sais pas si je le note là, Ouais, les gens. tu veux ça, je le fais comme tu veux. Tu peux le faire Alors, aussi. guidespirituel.fr. Vas-y. Je l'ai mis là. OK, je le récupère. Vous l'avez aussi en e-book sur mon site, si vous aimez bien les liseuses. Hop, on est bon. Et il est imprimé sur du papier FSC, donc ça veut dire que tout le papier qui a servi est prélevé d'une forêt durable. Ça aussi, c'est important. C'est pas du papier recyclé, hein, ça coûte trop cher et c'est pas beau en plus. Le papier recyclé, c'est un peu terne, mais en tout cas, c'est du papier éco-labellisé. Génial. Bravo. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Eh bien, nous aussi, on vous remercie sur ce beau partage. Donc, on va peut-être se laisser là-dessus. On va vous remercier énormément, les auditeurs, pour cette belle soirée de partage. Vous avez été réactifs, vous avez été avec nous, on l'a senti. Merci à toi, Clotaire. J'espère que Merci, c'est à toi, je veux dire un grand merci, Sana. C'est notre première collaboration et je trouve ça vraiment chouette. J'espère que ça continue comme ça. Et puis, merci aussi pour toutes vos interventions parce que c'est pour vous qu'on fait ça aussi, hein, c'est pour vous aider. Merci pour vos retours et tous vos commentaires. Là, je prends un peu le temps de les lire. Là. Je les ai pas lus au début pour pas me oui, euh, perdre ma concentration, mais c'est chouette. là, il y a des questions sur les e-books, voilà, les exos, tu les Ah, lis, on a hein? une... Ouais, on a une dernière question. Comment tu as fait pour faire un e-book? Voilà, c'est ça. Alors, j'ai écrit ce qui me venait, pas forcément priorité. Comment j'ai commencé à écrire mon livre, en fait, j'ai déménagé par amour, j'ai quitté Toulon pour aller m'installer en Corrèze. Je fais des salons du bien-être depuis des années. À Toulon, ça marchait très très bien, j'étais rempli, j'avais une clientèle qui fonctionnait très bien, bouche à oreille. En Corrèze, personne. J'ai fait un salon du bien-être où je me suis jamais autant ennuyé de ma vie, il y avait personne. J'ai vu passer deux, trois agriculteurs. J'ai pété un câble et je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose d'utile, il faut que je le raconte, il faut que je le partage. Et donc, Mmh. j'avais mon idée, j'ai commencé à écrire comme ça et j'ai écrit le premier chapitre qui s'appelle Les salons du bien-être et les investissements financiers, qui est en fait le chapitre 9 du livre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mon livre. Donc, ce que je vous conseille, Sandy, c'est ne vous fixez pas une obligation mentale avec faut que j'écrive le premier, le deuxième, le troisième et tout. Moi, j'ai écrit les chapitres dans le désordre et j'ai écrit ce que je chantais quand je voyais des choses en formation, quand j'aidais une personne, quand j'avais un exemple, je l'écrivais, j'ai tout mis sur papier et j'ai fini par mettre en ordre. Avec le sommaire, c'est ce que j'ai fait en dernier, hein. Je me suis vraiment pas pris la tête et j'ai écrit ce que j'avais envie de partager, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aidera comme conseil. Moi, je pense, en toute sincérité. Merci pour toute cette, générosité, ce partage. On va maintenant se laisser. Je vais, donc tous vous laisser ce soir, ainsi que Clotaire, que je vais encore remercier, mais je te dis à très vite. Moi aussi, je te remercie encore, Sana. Ça va être À très important, hein, vite, on se retrouve pour les ateliers. important, on se retrouve très vite pour les ateliers. Merci à vous, merci pour votre, participation et à très vite. À Au très revoir. vite. Au revoir tout le monde. Passez une bonne soirée. Au revoir.